Bienvenue sur Randonnée Zen, le podcast qui aide les randonneuses à gagner en confiance et en autonomie pour partir en randonnée plus facilement, régulièrement et sereinement. Je m'appelle Sarah et je suis une passionnée de randonnée qui ne connaissait pourtant absolument rien à ce merveilleux sport il y a quelques années. Ici, je te partagerai tout ce dont tu as besoin pour devenir plus confiante et autonome en randonnée et ainsi progresser dans ta pratique de ce sport. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être averti quand un nouvel épisode est disponible. Et maintenant, assis-toi confortablement et prépare-toi à devenir une randonneuse zen et confiante. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Randonnée Zen. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel à maîtriser quand on fait de la randonnée, c'est-à-dire comment on s'habille grâce au système multicouche, aussi appelé système 3 couches, mais moi je vais l'appeler multicouche et on va voir pourquoi sous peu. Donc, pourquoi c'est important de savoir maîtriser le multicouche? Alors, c'est parce que la randonnée, c'est pas un sport seulement estival. On peut la pratiquer toute l'année en, bien sûr, prenant en compte les différentes conditions météo et en sachant bien s'habiller pour le faire. D'ailleurs, même en randonnée estivale, c'est important de savoir bien utiliser le système multicouche parce que c'est pas parce qu'on randonne que l'été qu'il n'y a pas des conditions météorologiques variables durant l'été qui peuvent nous amener à utiliser le système multicouche. Donc, c'est super important à comprendre pour n'importe quelle pratique de la randonnée, mais c'est vrai que c'est surtout un système qu'on va utiliser en automne, en hiver et au printemps, quand il faut s'habiller un peu plus chaudement pour partir à la découverte des sentiers, sans toutefois partir trop habillé et suer après 2 secondes de randonnée et pas avoir de façon de moduler son habillement. Donc, c'est ici que le système multicouche entre en jeu. Ça nous permet vraiment de mieux réguler notre température corporelle et tout selon l'activité qu'on fait et les conditions météorologiques. Donc voilà, ça c'est déjà un des avantages du système multicouche, mais je voulais aussi vous mentionner les autres avantages d'utiliser ce système-là en randonnée. Donc, voilà, ça permet, comme je viens de dire, de s'adapter à différentes conditions météorologiques, mais surtout avec un minimum de vêtements. Donc, on va pas devoir apporter une quantité astronomique de vêtements, ni des vêtements trop encombrants, trop volumineux, qui vont prendre beaucoup d'espace et risquent de peser plus lourd. Donc ça, c'est vraiment un avantage. On va être capable de survivre dans un grand écart de température avec, somme toute, peu de vêtements. Donc ça, c'est super important, c'est super intéressant aussi pour la randonnée. Et aussi, c'est un système qui est utile dans, je dirais, presque tous les sports de plein air au final, que ce soit des sports hivernaux comme la raquette, le ski de fond, mais aussi le kayak, le vélo, etc. Vraiment, c'est un système qui va être très utile, particulièrement dans les sports qui demandent un peu d'effort cardio plus qu'autre chose. Donc voilà, un système à garder en tête pour toutes vos activités dans la nature. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce système multicouche ou 3 couches? Parce que il est composé de plusieurs couches de vêtements. Plus précisément, généralement, on en compte 3, mais on va voir que on n'est pas restreint à avoir que 3 couches, on peut en avoir plusieurs, donc c'est pour ça que moi je préfère le terme multicouche, mais disons qu'il y a 3 grandes catégories de couches qu'on va avoir dans ce système-là et qui forment ce système et qui rendent ce système surtout efficace. Donc on va commencer, je vais vous parler des 3 différentes couches bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait une live session sur Instagram à ce propos, donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les différents vêtements de ces différentes couches-là, vous pouvez aller regarder la live session. Je vous ai présenté tous les vêtements que moi j'utilise dans le système multicouche, les différents vêtements que j'utilise pour différentes couches, etc. Donc, comme ça, si vous voulez avoir une idée, vous pouvez regarder ça sur Instagram. Je vais mettre le lien directement dans la description de l'épisode, comme ça, vous n'avez pas besoin de le chercher. Donc, la première couche, c'est celle qui est directement en contact avec la peau. Donc, celle qu'on va avoir tout de suite. Bien sûr, pour les personnes qui portent des soutiens-gorge, ça exclut le soutien-gorge. Hein? C'est vraiment le premier, disons, t-shirt qu'on va mettre.
en première couche. Donc, c'est la couche la plus importante parce que c'est celle qui nous tient au sec et qui nous empêche d'avoir froid. Et vu que ça, c'est son rôle, c'est hyper important d'éviter absolument le coton pour cette couche-là. Sauf dans des conditions très, très particulières, genre dans le désert. Mais voilà, disons que dans 99% des cas, le coton est à éviter absolument, sauf, voilà, si vous allez faire de la randonnée dans le désert, là, ça peut être une bonne option, mais tout le reste du temps, on évite le coton parce qu'il retient l'humidité et il sèche très, très lentement. Donc, c'est vraiment un tissu qui va garder toute la transpiration que vous avez et ça va y prendre beaucoup de temps avant de sécher. Donc, si vous vous arrêtez, par exemple, et qu'il y a un petit peu de vent, ou même si vous arrêtez et qu'il n'y a pas de vent, en s'arrêtant, vous allez vous rafraîchir et tout. Refroidir, pardon, et c'est ça, le t-shirt, lui, en coton, il va rester mouillé, un mouillé froid, ce qui va vous donner froid. Et bon, hein, comme c'est sûr que quand il fait 30 degrés l'été, c'est pas trop un problème, mais en montagne, déjà, il fait rarement 30 degrés en altitude, mais c'est surtout qu'il peut y avoir du vent, la température peut changer, et donc, avoir une première couche comme ça qui est toute humide et froide, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça peut même causer l'hypothermie. Donc, c'est quand même important à garder en considération. Donc, pas de coton, mais quelles sont les autres caractéristiques que doit avoir une première couche? Donc, ça doit être un chandail ou un t-shirt dans un tissu qui absorbe peu ou pas l'humidité. Donc, les meilleurs tissus pour ça, ce sont les tissus synthétiques, genre polyester, nylon, etc. Ou la laine mérino, qui est une matière naturelle qui permet ne retient pas l'humidité autant que le coton. Et surtout, même si elle est mouillée, elle garde ses propriétés thermiques. Donc, même si, par exemple, vous suez et tout, ben, elle vous garde au chaud, contrairement au coton qui, lui, va vous refroidir. Donc, ça peut être une bonne solution. En plus, la laine pue beaucoup moins que le synthétique, mais elle coûte plus cher. Donc, voilà, des avantages, des désavantages à tout. Donc, à part le tissu, voilà, il faut que ce soit une première couche qui évacue bien la transpiration et donc qui sèche rapidement. Donc, on veut un tissu qui sèche rapidement, comme ça, il ne va pas rester mouillé. Donc, c'est pour ça que le synthétique et la laine mérino sont les meilleurs tissus pour ça. Finalement, la première couche peut être à manches courtes ou à manches longues. Ça va dépendre déjà, de la saison, deux aussi de vous. Si vous êtes une personne qui se réchauffe très facilement, vous allez peut-être utiliser des chandails à manches courtes, même dans les mois, par exemple, d'automne où il fait un peu plus frais, ou les premiers mois du printemps où il fait plus frais. Ça dépend vraiment. À vous de choisir selon la température et votre propre corps, disons. De toute façon, là, on va voir la deuxième couche. Dans un système multicouche, même si vous utilisez un t-shirt à manches courtes comme première couche, bien, vous allez avoir d'autres couches. Donc, c'est pas grave. Si, par exemple, le t-shirt est un peu plus frais, vous allez avoir d'autres couches pour mettre par-dessus et mieux réguler votre température. Donc, la deuxième couche, passons à celle-ci. C'est une couche qui sert d'isolation. Donc, c'est une couche qui va nous garder au chaud. C'est ça son objectif par rapport à la première qui était, je le rappelle, d'évacuer la transpiration et de nous tenir... d'évacuer la transpiration pour éviter qu'on ait froid. Donc, la deuxième couche peut aussi être dans un tissu synthétique, par exemple une polaire, ou on peut être aussi en laine mérino. Si on a, par exemple, un chandail à manches longues en laine mérino, ou un duvet aussi, donc une doudoune, par exemple, ou ça peut être aussi une doudoune en synthétique. Ça peut être aussi un chandail à manches longues en synthétique. Hein. C'est tout. Là, ici, généralement, c'est à manches longues, sauf, par exemple, on peut avoir une doudoune une veste, non? Donc sans manches, ça peut aussi servir de deuxième couche, là aussi en plume ou en synthétique, mais d'habitude, les deuxièmes couches sont plutôt à manches longues.
Ici, les tissus synthétiques ont l'avantage de maintenir leur capacité d'isolation même mouillée et ils sèchent plus rapidement que, par exemple, le duvet. Donc, ça, comme je l'ai dit, la laine Merino maintient aussi sa capacité d'isolation quand elle est mouillée. Par contre, le duvet, donc les plumes, ne gardent pas de capacité d'isolation quand ils sont mouillés. Donc, si vous avez une doudoune en plume, c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pendant que vous marchez, surtout si vous suez. Donc, si il fait un peu froid, mais pas super froid, et que donc il fait trop chaud pour mettre votre duvet parce que vous allez transpirer, ne mettez pas votre duvet parce que sinon, s'il se mouille et tout, ça va, il va plus du tout vous garder au chaud. Donc voilà, ça c'est à garder en tête. Donc mon conseil, c'est d'avoir comme deuxième couche une polaire ou un base layer en laine Merino ou en synthétique à manches longues pour durant l'effort et d'avoir un duvet que vous allez mettre à l'arrêt. Ça, bien sûr, c'est si vous randonnez quand il fait froid. Ça par exemple, c'est ce que moi, j'apporte quand je fais de la raquette ou de la randonnée l'hiver. Sinon, l'été, une de ces options-là devrait suffire. Pour ce qui est de la troisième couche, donc ça, c'est la couche qui va nous protéger contre les éléments, c'est-à-dire la pluie, le vent, les abrasions, par exemple, si on est dans un sentier où on doit passer souvent en dessous de troncs d'arbres, où il y a souvent des passages étroits entre des roches, des choses comme ça, ça va, disons, justement, nous protéger des abrasions auxquelles on pourrait être soumis. Un truc très, très important à garder en tête pour cette troisième couche-là, c'est qu'elle doit être respirante pour éviter l'effet sauna et faire nous transpirer. Parce que si un tissu est trop imperméable, généralement, c'est que ça veut dire qu'il bloque complètement l'air et ça fait vraiment un effet sauna, donc vraiment un effet de serre en dessous. Donc, on va être protégé de la pluie, par exemple. La pluie ne va pas rentrer, mais on va suer énormément en dessous. Donc, au final, on va être quand même mouillé, mais pas par la pluie, par notre transpiration. Ce qui est quand même désagréable, honnêtement, comme sensation. Puis, ça aussi, je répète, le but, c'est de pas trop transpirer parce que quand on transpire, si notre première couche reste mouillée, on attrape froid plus facilement. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important. La troisième couche, elle doit quand même permettre une certaine respirabilité pour pas qu'on transpire trop puis qu'on devienne trop mouillé. Donc, pour ça, les meilleurs matériaux sont des vestes de pluie qui ont des membranes hyper-respirantes de type Gore-Tex. Donc, c'est ça. Ça, c'est des membranes qui, justement, permettent qui empêchent l'eau de rentrer. Oui, et permettent par contre à la transpiration d'être évacuée. Donc voilà, ça permet de moins créer cet effet sauna-là, même si c'est pas miraculeux. S'il fait chaud, par exemple l'été, et qu'il vient à pleuvoir, mais il fait genre 20-25 degrés, c'est humide et tout. Même la meilleure membrane de Gore-Tex va pas faire des miracles, vous allez sûrement suer en dessous. Donc voilà, faut pas s'attendre à des miracles, mais ça fait quand même la différence par rapport à une veste qui possède pas de membrane Gore-Tex. Par contre, le Gore-Tex, ça coûte très cher. Une veste en Gore-Tex, généralement, c'est au-dessus de 150 €, donc c'est pas donné. Donc, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas le budget, alors, c'est de... choisir un modèle avec des éléments qui vont vous permettre de mieux réguler votre température. Donc ça, on fait ça grâce aux zips sous les aisselles qui vont déjà juste ça faire une grosse différence parce que ça va permettre de faire rentrer l'air dans la zone, disons, où on transpire le plus, généralement. Aussi qu'il y a des velcro au poignet parce que ça a l'air de rien, mais vraiment, ça permet de faire passer de l'air dans les manches et donc, là aussi, d'éviter de trop transpirer. Si elle peut avoir aussi des zips dans les deux sens, par exemple, un zip qui monte et un zip qui permet d'ouvrir d'en bas vers le haut, ça peut aussi permettre une meilleure régulation, des élastiques autour de la taille, parce que là aussi, s'il fait très froid, on va le serrer autour de nous, mais s'il fait chaud, on va le laisser plus lousse, donc ça va permettre à l'air de passer en dessous. Donc ça, c'est des petits éléments qui peuvent permettre à une veste de pluie qui n'a pas de Gore-Tex d'être plus
plus respirantes et donc de moins créer cet effet de sauna. D'ailleurs, si par exemple il fait super chaud et tout, ça peut être une bonne idée d'éviter de marcher avec sa veste de pluie, sa troisième couche, parce que voilà, c'est vraiment désagréable d'être tout transpiré en dessous de sa veste. Ou alors, si vraiment c'est une pluie torrentielle et il faut vraiment que vous vous protégiez, alors là, il faut vraiment bien réguler les autres couches en dessous pour bien éviter de transpirer. Donc, par exemple, on va peut-être juste avoir notre t-shirt à manches courtes et notre veste de pluie. Pas de deuxième couche parce que là, il va faire trop chaud. Donc ça, c'est pour ça le système multicouche, il faut vraiment l'utiliser pour moduler et éviter de transpirer. Donc, on enlève des couches quand on en a besoin, on en remet quand on en a besoin. Donc voilà, les 3 couches et leur rôle. Maintenant, je voulais juste vous donner quelques autres petites précisions sur ce système. Donc, ce système peut être appliqué à tout le corps. Donc, on peut l'utiliser pour le bas du corps. Par exemple, on peut avoir des leggings, par-dessus un pantalon de randonnée et par-dessus un surpantalon de pluie. Donc, comme ça, on a nos leggings qui sont la première couche qui nous permet de rester au chaud, mais sans transpirer. Et donc, ouais, voilà, s'il fait froid, par exemple, l'hiver, ça peut être un exemple de système. Les pantalons de randonnée, ben ça, c'est... là, ici, il joue moyennement un rôle de chaleur. Quoique, il existe aussi des pantalons, par exemple, des surpantalons en duvet pour quand il fait vraiment froid. Donc ça peut être... mais là, il faut vraiment qu'il fasse froid. Et par exemple, ben, le surpantalon, ça, c'est bien sûr pour protéger de la pluie. Donc, ça, c'est un exemple. On peut aussi... utiliser le système pour les mains, par exemple. Donc, avoir un petit sous-gant fin, généralement en soie ou en laine mérino ou en synthétique. Par-dessus, on peut avoir un gant plus chaud qui va nous permettre de garder au chaud. Et ensuite, on peut avoir une surmitaine ou une surmoufle, je pense que ça s'appelle en France, là, imperméable ou anti-vent qui va permettre de protéger contre les intempéries. Donc, vous voyez, le système peut être vraiment adapté à tout le corps. Donc, c'est pour ça que vraiment maîtriser ce système-là, c'est hyper important parce que ça va vraiment servir pour tout en randonnée. Ensuite, le système multicouche, c'est pour ça aussi que je vous disais, moi, j'aime pas l'appeler 3 couches parce que c'est possible, par exemple, en hiver, d'avoir plus que 3 couches. Moi, ça m'arrive très, très souvent d'avoir 4, même 5 couches, par exemple, en hiver. Et généralement, ce qu'on multiplie dans ce cas-là, c'est les deuxièmes couches. Donc, par exemple, en hiver, je vais peut-être avoir un t-shirt à manches courtes avec un base layer, par exemple, en synthétique par-dessus. S'il fait vraiment froid, je vais peut-être mettre un base layer plus épais encore en laine mérino. S'il fait vraiment, vraiment froid ou genre quand je m'arrête, par exemple, ben là, je vais mettre mon duvet. Et s'il fait vraiment très froid, il vente, par exemple, ou il neige, ben là, je vais mettre en plus ma veste de pluie. Donc, comme ça, moi, je réussis avec toutes ces couches-là à résister à même moins 10, moins 15 degrés en action, bien sûr. C'est sûr que là, si on s'arrête très longtemps, il va falloir avoir une doudoune beaucoup plus grosse, mais en action, ça permet vraiment de résister à des températures très, très froides comme ça. Finalement, je voulais finir cet épisode en vous donnant quelques exemples de justement comment utiliser les différentes couches, les différentes combinaisons selon différentes conditions climatiques. Donc, par exemple, vous partez randonner et il y a beaucoup de vent, mais il fait pas froid. Donc, ça arrive, là, par exemple, quand on est sur le bord de l'océan ou il y a des journées comme ça, hein, même l'été, où il y a beaucoup, beaucoup de vent, mais c'est pas nécessairement froid. Mais voilà, c'est le vent quand même refroidi. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est avoir une première couche. Donc, là, dans ce cas-ci, s'il fait pas froid, je dirais à manches courtes. Et notre troisième couche, donc notre veste de pluie où il y a un élément dont j'ai pas parlé dans la troisième couche, pardon, j'ai oublié, c'est du soft shell, qui est un type de manteau qui se trouve à moitié entre la polaire et la veste de pluie. Donc, c'est un type de manteau très versatile qui permet de résister à
très faibles averses. Hein. Ça va pas résister sous une pluie torrentielle, mais si il mouillasse, c'est très efficace. Et c'est aussi très bien contre le vent. Donc, c'est un bon compromis à avoir. Moi, par exemple, c'est ce que j'utilise quand je fais du ski de fond l'hiver, ou si je vais en randonnée à la journée et je suis sûre là, à 99% qu'il va pas avoir une grosse averse l'après-midi, je vais peut-être plus prendre ça par rapport à ma veste de pluie parce que justement, ça a un peu l'avantage ça a les avantages de la veste de pluie et les avantages de la polaire. Donc, ça permet de résister relativement aux éléments. Donc, si ils sont pas déchaînés. Hein? Par contre, c'est hyper respirant. C'est aussi plus confortable. C'est plus flexible. Ça bouge mieux avec le corps. Donc, un soft shell, ça peut être un bon compromis. Par contre, si vous débutez en randonnée, moi, je vous conseille d'aller vous acheter une polaire et une veste de pluie. Le soft shell, ça, c'est vraiment quand on rentre dans les petits détails, là, puis qu'on commence à affiner son matériel de randonnée parce que c'est pas aussi protecteur contre les éléments, et avoir un élément protecteur contre les éléments, c'est vraiment essentiel quand on va randonner. Donc, voilà, je n'irai pas pour le soft shell comme première option, mais éventuellement, si vous progressez dans votre pratique de la randonnée, ça peut être une bonne option. Donc voilà, si par exemple une journée comme ça, je reviens à mon exemple où il y a beaucoup de vent mais il fait pas froid, peut-être qu'un soft shell ce serait bien. Sinon, on va avec notre première couche et notre troisième couche, donc notre veste par exemple de pluie. Si possible, on régule bien avec les zips sous les aisselles et les choses comme ça pour éviter d'avoir trop chaud. Un autre exemple, par exemple, il fait froid. Mais il fait beau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. Par exemple, non, l'hiver, c'est un genre de journée très, très agréable pour aller faire du sport. Donc là, on va peut-être mettre, peut-être non, on doit mettre une première couche et on va mettre une ou plusieurs deuxièmes couches parce que s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, on n'a pas vraiment besoin de quelque chose qui nous protège, qui fait vraiment barrière avec les éléments, qui va nous faire transpirer, va nous donner trop chaud. Donc là, on va y aller avec une première couche et une ou plusieurs deuxièmes couches selon à quel point il fait froid. Mais ça risque d'être beaucoup plus agréable comme ça que de mettre sa veste de pluie qui va nous faire transpirer. Finalement, un petit truc pour mieux vous aider avec le système multicouche, parce que vous allez voir quelque chose qui devient un peu fatigant quand on fait le multicouche, c'est que on tend à trop s'habiller dès le début. Tu vois, on sort de l'auto, on est prêt pour notre randonnée, puis là, on a peut-être une première puis une deuxième couche, par exemple. Puis là, on se met à randonner, puis genre 2 minutes après être parti, il faut déjà s'arrêter pour enlever sa polaire, la mettre dans le sac, remettre le sac, repartir et tout. Et ça, c'est vraiment fatigant. Ça arrive souvent. Mais moi, j'ai un petit truc pour ça que j'ai noté au cours des dernières années, puis ça fonctionne vraiment très bien. Ça fonctionne à tous les coups, dans toutes les conditions. C'est que si avant de commencer avant de faire l'effort de commencer à randonner, à faire du ski, à faire n'importe quoi, vous êtes bien, vous avez ni chaud ni froid, c'est que vous êtes trop habillé. Vous allez avoir chaud dès que vous allez commencer l'effort. Donc ça, c'est vraiment un truc, là, si vous sortez de l'auto, prenez 1 seconde pour vous dire, OK, est-ce que je suis comme, OK, c'est correct d'avoir genre un léger frisson avant de commencer? Parce que ça veut dire que vous allez être, genre, à peine vous allez commencer à marcher ou à faire votre activité, là, vous allez vous réchauffer, puis vous allez être habillé correctement. Donc ça, c'est un petit truc là pour éviter de devoir s'arrêter après 2 secondes d'effort, puis déjà être là à se déshabiller et tout. Donc voilà, petit truc express. Donc, petit résumé rapide, le multicouche, c'est vraiment un système important à maîtriser pour la randonnée, mais pour tous les sports de plein air qui demandent un effort cardio, vraiment, ça va vraiment vous être utile partout. Ça va vous être utile pour pouvoir mieux vous habiller pour faire de la randonnée durant toutes les saisons. Donc, c'est vraiment important à maîtriser, même si vous faites de la randonnée juste en été, c'est utile, donc important. Petit rappel des couches. La première couche, c'est la couche la plus importante parce que c'est celle qui doit nous tenir au sec et nous empêcher d'avoir froid à cause de la transpiration. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui respire et qui sèche rapidement.
La deuxième couche, c'est la couche d'isolation qui est faite pour nous garder au chaud, donc qui va vraiment nous apporter de la chaleur si on en a besoin. Et finalement, la troisième couche, c'est notre protection contre les éléments, donc ce qui va nous protéger de la pluie, du vent et des obstacles qu'on pourrait rencontrer. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a été utile. Si vous avez besoin d'une liste de matériel à apporter en randonnée, qui inclut aussi le système multicouche et tout, et pour être sûr de rien oublier, vous pouvez télécharger le kit de démarrage de la randonneuse qui contient non seulement une liste de matériel à apporter, mais aussi des idées de repas, comment préparer une randonnée pour rien oublier, aussi comment trouver des idées de randonnée et plein d'autres ressources aussi dans ce kit. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Le lien est dans la description de l'épisode. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram à randonnézen ou par email à sarah@randonnézen.com. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une belle semaine et que vous allez faire de belles randonnées. On se voit pour le prochain épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras la transcription de l'épisode ainsi que toutes les ressources mentionnées sur randonnézen.com. Et n'oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et de laisser un avis. C'est une façon simple et gratuite d'encourager le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode et en attendant, je te souhaite de faire de belles randonnées.